La Révolution, donc Tanhony par Barbey d'Aurevilly. Jean-Pierre Descotte, vous allez nous en présenter une analyse plus rationnelle, pardonnez-moi, celle de Jacques Ellul. Oui, et déjà, on peut rappeler qui est la personnalité donc de Jacques Ellul. C'est un universitaire, certes, un théologien aussi, un écrivain qui a traversé tout le XXe siècle. Ça, c'est le premier élément. Il est né en 1912 et je crois qu'il meurt à 82 ans. Jacques Ellul a commencé son activité intellectuelle en lisant Marx. Aussi curieux que ça puisse paraître, à 18 ans, il lit Marx. Il lit Marx et le Capital de la première à la dernière page et il trouve cet ouvrage passionnant. Et petit à petit, il va revenir, j'allais dire, de cette première lecture de jeunesse pour rentrer, alors cette fois-ci avec ferveur, dans le courant personnaliste incarné par Emmanuel Mounier. Et c'est en tant que protestant qu'il va suivre ses activités et donner des conférences. À la suite de quoi, étant donné qu'il poursuit une carrière universitaire, il sera destitué par Vichy en 1940, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va recommencer sa carrière universitaire à partir de 1947 pour tout simplement diriger la chaire d'histoire des idées politiques à l'université de Bordeaux. Ça, c'est un peu la partie, j'allais dire, classique de la vie de Jacques Ellul. Maintenant, il y a un élément très important, c'est qu'il a une œuvre très prolixe, il est très prolixe, et il y a notamment un ouvrage qu'il faut retenir, c'est le livre sur la technique. La technique est l'enjeu du siècle. Livre qu'il a publié en 1954 et qui va être couronné par la critique. Et notamment la critique américaine par Huxley lui-même, puisque c'est Huxley qui va réserver à Ellul le succès qu'il aura outre-Atlantique. Ça, c'est une chose importante. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette thèse, dans son travail? Il dit simplement ceci. On passe d'une société industrielle à une société technicienne où il n'est plus question de finalité dans nos activités propres, il n'est question que de moyens. Voilà, c'est la surenchère des moyens. Et à force de regarder ces moyens, eh bien, on y est de plus en plus enfermé et on perd la fin de nos propres activités humaines. Voilà un peu la réflexion d'Ellul sur cette question de la société technicienne. Et alors sur la Révolution, alors, que nous dit-il? Quelles sont les causes d'une révolution? Il décortique l'idée de révolution comme un phénomène politique et social. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un phénomène révolutionnaire, puisqu'il y a toujours une petite ambiguïté dans l'idée même de révolution, c'est que la révolution ou les révolutions sont faites par les hommes, pour les hommes et contre les hommes. Là, il y a une ambivalence historique qu'il va essayer d'expliquer. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il dégage des causes permanentes à ce phénomène révolutionnaire, qu'il rattache à un mouvement passionnel de l'humaine nature. Et c'est là où, en fait, on revient à la question de Barbey d'Aurevilly. Parce que il veut dépecer l'humaine nature et il remarque que cette humaine nature, eh bien, a un certain nombre de passions comme l'envie, la concupiscence, la cupidité, et puis toutes ces passions se mettent en ordre de marche et eh bien vont accoucher en fait une sorte de revanche sociale. L'idée de la revanche sociale qui va s'incarner à travers de grands personnages comme Lénine ou d'ailleurs Robespierre. Il y a l'idée de revanche sociale. Et pour qu'il y ait l'idée de revanche sociale, il faut qu'il y ait ces passions initiales et ces passions qui vont permettre à ces hommes révolutionnaires de s'affirmer en tant que tels et surtout de donner à la révolution sa véritable puissance. Donc en fait, au lieu de causes chaque fois conjoncturelles, il y aurait des causes structurelles au phénomène de la révolution qui seraient dans l'âme humaine.
on va dire. Alors exactement, on peut pas envisager de révolution sans la mobilisation des passions. La mobilisation des passions, c'est la clé de tout pour que justement il y ait une ferveur révolutionnaire, un prosélytisme révolutionnaire et aussi un bloc révolutionnaire, une sorte de cohésion entre toutes les différentes passions. Et sans cela, eh bien la révolution n'est pas possible. Alors bien sûr, la révolution va accoucher d'un événement, d'une cause, une cause qu'on pourra qualifier d'occasionnelle, d'une cause historique. Mais tout simplement, cette cause ne pourra véritablement déboucher sur une révolution qu'à partir du moment où il y a cette question sous-jacente des passions. Et des passions qui peuvent être des passions mortifères et qui peuvent être des passions tragiques. Et c'est ce qui va se passer sous la Révolution française, comme d'ailleurs aussi sous la Révolution soviétique. À quelle époque a-t-il publié ces analyses ? Alors, sur la question de la Révolution. Sur la question, il a publié ses analyses en 1979. Voilà. Et alors, très rapidement, pour conclure, comment traite-t-il le particularisme français? Est-ce qu'il y a un particularisme français de la Révolution? Alors, ce qui est clair chez lui, c'est que il a une idée qui me semble être assez forte et assez géniale, c'est qu'il se rend compte que la Révolution, c'est la crise de la croissance de l'État. Avant 1789, systématiquement, toutes les crises ou toutes les révolutions étaient synonymes de dépérissement de l'État, de fragilité de l'État. À partir de 1789, eh bien, cette révolution, eh bien, va permettre à l'État de reprendre encore un peu plus de puissance et de s'affirmer un peu plus à travers son appareil étatique. Et fonctionnera de la même manière jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si vous me permettez, il a tout un texte, une petite partie qui me semble intéressant, et il le dit, ma foi, fort bien. Il dit, l'homme accepte cette autorité maintenant qu'elle est devenue plus rationnelle et que les faux plis, faux pas arbitraires des fonctions ont pour un temps disparu. Alors l'État peut reprendre sa marche en avant dans la conquête de la société, de l'homme, jusqu'à une autre crise provenant de nouvelles incommodités ou impuissance. Et là, il dit par exemple, l'impuissance à régler une crise économique et à assurer le bonheur des citoyens. C'est là, nous sommes dans l'actualité. On restera là-dessus, justement, sur le paradoxe de la Révolution française qui finalement sert l'étatisme plutôt que de le détruire. Merci Jean-Pierre Descotte.